Il faut choisir. Soit je veux lire, soit je ne veux pas. Donc, je peux lire. Bienvenue à tous et à tous. Donc, on est très heureux aujourd'hui d'accueillir 3 Irapiens. Donc, c'est un grand séminaire à 3 mois aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter nos orateurs et oratrices. Donc, en premier lieu, Agnès Cousin, qui est astronome adjointe à l'IRAP. Elle travaille principalement sur les roches ignées et les sols de Mars. Donc, le sujet central aujourd'hui, c'est Mars. Vous le savez tous. Donc, elle a participé à la calibration scientifique de ChemCam lors de sa thèse à l'IRAP et a participé à la conception des cibles de calibration de SuperCam. Notre second orateur, c'est Olivier Gannot, chercheur CNRS toujours à l'IRAP. Il a fait sa thèse aussi à l'OMP et son postdoc à Los Alamos. Il étudie la composition des surfaces de la Lune et de Mars par spectroscopie. Il a succédé à Sylvestre comme responsable français scientifique de ChemCam et il s'occupe de l'imageur de SuperCam. Il a supervisé la préparation des phases d'exploitation de ces missions avec les partenaires du CNES et du JPL. Et enfin, Sylvestre Maurice, qui est astrophysicien à l'IRAP, Université de Toulouse. Il a participé à de nombreuses missions d'exploration du système solaire, en particulier autour de Saturne, au pôle de la Lune et de Mercure. Pour le rover Curiosity, il a conçu ChemCam, le premier instrument français à la surface de Mars en 2012. Et il est co-responsable aujourd'hui de SuperCam, qui est à la tête du rover Perseverance de la NASA, qui est sur Mars depuis février 2021. Donc je cède la parole en premier lieu à Sylvestre. Merci beaucoup. Merci pour cet accueil. Et c'est vraiment un plaisir de jouer à domicile. Et c'est à la fois le message qu'on va donner, c'est un message de raconter l'histoire qu'on a vécue, qui maintenant date il y a une quinzaine d'années, enfin intégrée sur 15 ans, et en même temps reconnaître que c'est une histoire commune. C'est l'histoire des chercheurs, des ingénieurs, du personnel administratif de notre maison, ici. Alors, c'est pas que notre maison, on parlera souvent de l'IRAP, c'est la France. En général, on a des laboratoires un peu partout. Mais on a vraiment ce cœur qui est ici, au sein de l'OMP. Donc, on a appelé ça rouler où personne n'a jamais marché, parce que c'est un fait. On parlera probablement un jour de marcher à la surface de Mars. Pour l'instant, on y roule avec nos petits rovers. Vous allez voir qu'ils sont pluriels. Alors, je pense que vous connaissez Mars, et on pourrait commencer avec une note pas négative, mais un peu tristounette. Ça reste une planète très rocheuse où il ne s'y passe pas grand-chose. Alors ça, c'est une très belle vue qu'on a prise il y a quelques années. Vous voyez évidemment des roches, des dunes de sable, plus ou moins grosses, et puis plusieurs structures. On va parler beaucoup de sédimentologie, par exemple. Mais est-ce que vous voyez que c'est une planète rocheuse où on sait qu'il n'y a pas d'eau liquide, il n'y a pas d'activité géologique au moins à grande échelle. Il y a une atmosphère importante, d'ailleurs, vous voyez les dunes, qui n'est que de quelques millibars. Et puis surtout, une planète où il fait très froid. Alors, la température s'explique à la fois par la faible atmosphère, densité atmosphérique, et aussi la distance à la planète. Alors, néanmoins, cette première vue presque un peu décevante d'une planète rocheuse est tout à fait compensée lorsque on regarde la planète dans sa globalité. Et je vous montre ici quelques vues orbitales qui datent pour la plupart du fin des années 90, début des années 2000, donc c'est une vingtaine d'années. Et c'est à cette époque qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des traces d'eau liquide. Il y avait certainement une planète Mars qui ne ressemblait pas à celle d'aujourd'hui. Vous voyez ici, vers Egovalis, par exemple, on a des deltas qui sont très très grands. Alors, lorsqu'on fait, nous, des rapports entre longueur et largeur, des choses qui sont faites ici sur, en général, des deltas terrestres, on trouve des grandeurs assez comparables. C'est bien de l'eau qui a coulé. On est capable de trouver, Natcongvalis, c'est une vallée qui a coulé sur plus de 600 km. Eberswalde, vous voyez un delta avec des sédiments qui ont été emportés. On voit aussi d'autres types d'écoulements. Ce sont des écoulements plutôt fluviaux, qui durent, il faut la durée, je dirais, pour les faire. On voit aussi des écoulements catastrophiques, c'est-à-dire des moments où probablement des ruptures de poches d'eau, où on a beaucoup d'eau qui coule.
Alors, les écoulements catastrophiques nous informent assez peu. Ce qui sont importants, c'est les écoulements fluviaux, parce que là, il faut imaginer, qu'il y a donc une stabilité de l'eau liquide pendant de nombreuses années pour faire ça. Alors, quand on regarde plus en détail encore, et là on est vraiment au milieu des années 2000, en particulier avec des instruments qui s'appellent Mars Odyssey, des véhicules sur lesquels on est embarqué ici, puisque ça c'est une carte que l'on a faite, un orbiteur qui met en évidence de l'hydrogène. Alors là c'est l'équivalent eau, ça reste très sec, hein, au point le plus sec, on est à 2%, mais on peut monter à quelques 6 ou 7% à l'équateur, donc c'était la première découverte de matériaux hydratés. Dans le premier mètre, c'est une détection neutron, et puis là on a saturé les pôles parce qu'on monte jusqu'à 100%. En parallèle, Omega, à bord de Mars Express, et là c'est conduit par Jean-Pierre Bibring, détectait aussi des minéraux hydratés, à la fois évidemment au pôle, ça c'était de l'eau carrément qui était trouvée au milieu du CO2, mais aussi différentes compositions, en particulier d'argile. Et donc on venait avec une idée que sur les 4,5 milliards d'années de la planète, on avait défini une région qu'on appelle amazonienne, les 3 derniers milliards, alors ça c'est le présent, puis ça c'est le début. Ici, on avait défini ce qu'on appelle l'Hespérien, le Noachien. Noachien, tendance à penser qu'il y a eu beaucoup d'eau, c'était à partir de la morphologie qu'on a vue. Et là, on commence à redessiner une échelle en disant, mais il y a eu des argiles, et puis ensuite, il y a eu une sorte de rupture, un changement global, et on va y revenir, des sulfates, et puis la planète qu'on connaît aujourd'hui, anhydre, d'oxyde ferrique, qui la rend sèche, et qui donne d'ailleurs cette couleur assez rougeâtre. Donc une histoire de Mars, en fait, c'est l'histoire d'une planète qui a changé pour des raisons tout à fait thermodynamiques, assez simples. Ici, sur le diagramme du point triple de l'eau, où vous voyez donc on est en température et en verticale en pression. Vous voyez ici notre point triple. Ici, on a le domaine des glaces, le domaine des liquides et le domaine des vapeurs, de la vapeur d'eau. Ici, à 6 millibars, on va se trouver ici, c'est-à-dire qu'il fait froid et vous avez peu de pression. Si pour le seul moyen d'arriver à un passé où il y a de l'eau liquide, alors on peut augmenter la pression de l'atmosphère, ça nous fait aller tout droit, mais si vous augmentez la pression de l'atmosphère avec du CO2 à cause de l'effet de serre, vous glissez par ici. Ben voilà, en quelques mots, c'est ça l'histoire de Mars, c'est l'histoire d'une planète qui avait une atmosphère dense, suffisamment dense pour permettre de l'eau liquide à sa surface, qu'il a perdu sur un mécanisme qu'on ne connaît pas très bien encore, qui est lié probablement au refroidissement du cœur, à la perte du champ magnétique. On a un satellite qui s'appelle MAVEN qui étudie ça, et l'échappement atmosphérique entraîné par le vent solaire. Donc une planète qui au départ était une planète, et ça c'est dans un papier scientifique, on a essayé de mettre de l'eau liquide. Alors la quantité d'eau liquide n'est pas très bien définie, un océan global peut-être, on sait entre 50 et 500 mètres. Vous savez comme quoi, je rappelle que sur Terre c'est 3 km. L'océan global, c'est vous faites abstraction, vous lissez la planète, vous en faites une boule de billard. Quelle épaisseur d'eau on a à peu près 3 km d'eau sur Terre. Sur Mars, on parle entre 50 et 500 mètres, donc finalement c'est très très peu d'eau. On a essayé de le mettre plutôt dans les zones basses et ça va se retrouver vers l'hémisphère nord. Donc une planète qui était il y a 3,6 à 4,5 milliards d'années, qui avait de l'eau liquide à sa surface, et puis qui est maintenant une planète où il ne se passe plus grand chose. Alors si on regarde un peu plus dans le détail, c'est une publication de Bethany Hellman, de tous les processus géologiques, et maintenant vous savez qu'on sait dater les surfaces en comptage de cratères. Souvent les gens nous disent, mais pourquoi la Lune est aussi importante? Il dit parce que c'est sur la Lune, puisqu'on a des comptages de cratères et des échantillons, on a une échelle absolue des temps, et on a transporté notre échelle de comptage de cratères sur Mars avec différentes hypothèses. Mais c'est pas forcément complètement précis, mais bien suffisamment pour repérer tous les événements, en particulier réaliser que les événements comme les impacts sont très anciens. Alors là, ça c'est récent, 1 milliard d'années, 2, 3, 4, 4,56. Et donc, évidemment, alors le champ magnétique, grosse question sur le champ magnétique, est-il bien né? En tout cas, on a du champ magnétique crustal, des impacts, du volcanisme qui est très tôt, mais le volcanisme va durer. On a comme ça, même le mont Olympe, qui a, pour expliquer ces 20 et quelques kilomètres d'altitude, plus de 25 kilomètres d'altitude, il faut expliquer que pendant 1 milliard d'années, il y a quand même eu des laves qui sont sorties. Et donc, ça a duré assez longtemps. Je ne vais pas dire qu'il se passe rien récemment, mais c'est peu par rapport à ce qui s'est passé avant, des environnements, des écoulements qui soient hydrothermaux
ou bien de surface, et puis de temps en temps des résurgences, des systèmes de vallées. Et puis toutes ces unités qu'on a vues ici, c'est un papier qui se focalisait sur la minéralogie, les carbonates, les phyllosilicates, etc. Et ce qu'on voit, c'est que vraiment Mars, c'est une histoire ancienne. Voilà. Mars, c'est une histoire d'il y a 3 milliards d'années, et puis depuis, il ne se passe plus rien. Donc c'est une sorte, quand vous regardez, c'est intéressant parce qu'au départ, c'est décevant, on aimerait bien qu'il se passe des choses aujourd'hui qu'on puisse aller voir, mais en même temps, on va tourner ça à notre avantage en se disant, c'est Mars, c'est une planète figée dans son passé. Et comme rien n'a changé depuis 3 milliards d'années, c'est une fenêtre de temps qui est extraordinaire, et puis c'est une fenêtre de temps qu'on ne connaît pas sur Terre. Alors j'ai pris un peu au hasard là, une échelle de temps de 4 milliards d'années de la Terre, où vous savez que les 500 derniers millions d'années nous intéressent, parce que c'est là où la vie conquiert les continents et va laisser évidemment des traces. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant les 3 premiers milliards d'années, eh bien tout ce qui se passe, c'est dans l'eau. Et malheureusement, on a... Alors tout ce qui se passe, je vais dire, d'intéressant, parce qu'évidemment, on va aller très vite vers la thématique de la vie, c'est celle qui est la plus, à mon avis, intéressante. Et c'est intéressant, c'est que la Terre a une telle activité que finalement, cette histoire ici, on l'a perdue. Tous les gens ici qui travaillent sur l'Archéen savent très bien qu'on a du mal à trouver des fossiles, c'est même plus des fossiles, là, les fossiles, c'est réservé pour les vivants, mais des traces, des roches anciennes. Alors, on sait où les trouver, on a des cartes sur Terre, on sait que on a des bassins, par exemple, évidemment, l'Inde, le Canada, où on peut trouver des choses sur à peu près 2 milliards d'années, un peu plus de 2 milliards d'années. Donc, c'est sur les continents. On oublie évidemment le fond des océans, parce que la tectonique le remodèle beaucoup trop vite. Et puis, on a des endroits où il faut descendre dans une mine, souvent, par exemple, pour aller chercher un zircon, un Jack Hills, qui sont très très vieux, hein, mais qui font la taille de... plein de spécialistes ici, qui sont très petits, qui nous disent qu'il y a peut-être eu de l'eau, il y a 4,2 milliards d'années sur Terre, mais on se rend compte que, par opposition, la Terre est une planète jeune, et on savait qu'il y a assez peu de mémoire, et si on devait faire la même, parce que ça n'a pas été fait la même carte sur Mars, eh bien, la moitié de Mars serait en jaune, et donc vous avez une planète ancienne et une planète moderne qui sont à comprendre ensemble, une planète, la moderne, qui n'a pas d'histoire, qui a perdu sa mémoire. Et c'est un peu ça, finalement, le pitch de l'exploration martienne, c'est d'aller sur Mars pour essayer de comprendre comment la vie est née sur une planète, à l'exemple de la Terre, par exemple. Voilà, à l'exemple de la Terre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va sur Mars, c'est pour ça qu'on va développer un grand programme avec des questions. Alors on a des questions autour de tout ce qui est l'apparition de la vie. Est-ce que la vie est jamais apparue sur Mars ? On va plutôt parler d'une vie du passé. Des questions sur le climat, puisqu'on a cette atmosphère et on voit bien qu'il y a eu un changement, puisqu'il y avait un climat d'hier qui était dense, et un climat d'aujourd'hui où il n'y a presque plus d'atmosphère. Des questions de géologie, puisqu'on voit ces grandes structures, des volcans, des failles, évidemment toute la partie altération, sédiments. Et puis une question qui est moins technique, évidemment, qui est plus, qui est à la fois politique et très très humaine, c'est évidemment la question d'aller explorer un jour cette planète, et donc on travaille à chaque fois sur la thématique de se préparer à l'arrivée des astronautes un jour. Alors sur ces 4 grands objectifs scientifiques, les thèmes ont un peu évolué. Dans les années 2000, on était dans la recherche d'eau, c'était vraiment chercher de l'eau partout où il y avait des traces d'eau. Et puis on a évolué vers l'habitabilité. Est-ce que, puisqu'il y a eu de l'eau liquide, est-ce que la planète était liquide? Je dirais que ça, c'est la décennie 2010. Et la décennie 2020, c'est puisque, vous allez voir, c'est habitable, je ne vois pas trop le truc. Et est-ce qu'il y a des signes de vie, des traces de vie? Donc, on a une évolution de nos thèmes à travers nos différents objectifs scientifiques. Et un thème, évidemment, qu'il ne faut pas oublier, c'est le thème de planétologie comparative, en particulier ce que Mars nous apprend de la Terre. Le focus, en fait, en ce moment, c'est beaucoup la Terre, et à juste raison. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de Mars pour la Terre et pour les autres planètes. Une petite introduction, parce que ça sera repris ensuite, sur la partie vie. La partie habitabilité, c'est assez difficile à définir, mais nous, on va simplifier le problème et supposer qu'une vie, on a plein de définitions de la vie, hein, sur une base de chimie du carbone, de chimie organique, avec des éléments comme le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore, le soufre, et puis qui se combinent bien en molécules complexes à condition d'avoir un solvant. Donc le solvant, c'est l'eau liquide, c'est pour ça que c'est évidemment quelque chose assez fort dans notre recherche, et puis de l'énergie et du temps, et vous allez voir qu'il va falloir qu'on essaie de trouver tous ces éléments ensemble pour se dire peut-être que la planète est habitable et puis chercher des traces de vie.
Alors, ça a donné lieu, tout ça, à un grand programme martien, un très grand programme martien, dont on est très fiers, c'est un programme international, où vous avez ici pratiquement 25 ans maintenant d'exploration, ça fait une quinzaine de véhicules, et puis des choses à venir. Alors, il y a des orbiteurs, que vous voyez, ils étaient tous en fonctionnement il y a 2 ans, et puis avec le temps, ils commencent à s'épuiser, mais on avait 8 orbiteurs en fonctionnement. On a des véhicules au sol, des landers, des rovers, donc toute une panoplie. Alors ce qui est intéressant, c'est que déjà, ce sont les pays qui sont les grands leaders de l'exploration spatiale, c'est ceux qui lancent des fusées, une centaine de fusées, plus c'est beaucoup plus cette année, chaque année, donc les États-Unis, la Chine, et puis l'Europe. Alors c'est pas le drapeau de l'Europe, c'est le drapeau de l'agence européenne, faut pas se tromper. L'Inde, évidemment, le Japon, qu'on va trouver. Alors là, il y a un drapeau un peu différent, c'est les Émirats Arabes Unis qui ont voulu faire une mission vers Mars et qui sont associés aux Américains et aux Japonais pour le faire. Mais vous voyez qu'on retrouve les grandes nations de l'exploration avec surtout les Américains au sol. Les Américains ont fait Phoenix, Lander, Spirit, Opportunity, Curiosity, Insight et Perseverance. Et ils ont le bon goût d'ailleurs de nous inviter à participer à bord. Et vous allez voir, c'est ça notre succès. Les Chinois sont aussi à bord. Et puis, le futur va vers des retours d'échantillons de Phobos avec les Japonais auxquels on est associés, des retours d'échantillons de la surface avec les Américains et les Chinois. Et puis aussi, n'oublions pas un rover européen qu'on a un peu de mal à terminer, qui s'appelle ExoMars. Donc tout ça, quelques-uns sont maintenant plus fonctionnels. Phoenix, Spirit Opportunity, les Indiens ont arrêté de fonctionner, et InSight, sur lequel, et puis même les Chinois. Donc, les autres fonctionnent, donc il y a une dizaine de véhicules en ce moment en fonction sur Mars, c'est absolument extraordinaire. Et quelle est notre implication ici à l'OMP, /IRAP, et j'associe l'ISAE, et je pourrais associer aussi DTP contribue, dans le JET, pardon. Le JET contribue aussi un peu. Donc on a eu notre mission, c'est de construire des instruments, donc on a construit des instruments pour Mars Express, pour Mars Odyssey, pour Maven, et puis Curiosity, on va en parler là de Curiosity, etc., Perseverance. Donc vraiment on est partout, je crois qu'on est le seul endroit au monde d'ailleurs à être sur autant de missions, même les Américains ne peuvent pas être sur les Chinois, donc c'est là où on prend un petit peu d'avance. Et puis sur certains, on n'a pas fourni d'instruments parce que c'était pas notre choix, et on a fait de la science, on s'est associé. Donc une grosse présence ici sur le programme martien, et une présence particulière sur les rovers. Les rovers, c'est les trucs qui roulent. En français, ça s'appelle un astromobile. Voilà, on appelle ça quand même des rovers. Donc le premier d'entre eux, c'était Curiosity, où on a fourni l'instrument ChemCam. On va parler de Perseverance. J'évoque un peu Zhurong. On a contribué avec nos amis chinois sur un instrument qui s'appelle Mars Cody, qui est, vous allez voir, qui ressemble beaucoup à ChemCam, et qui est sur Zhurong. Et puis on prépare ExoMars à l'horizon 2028. Il était prêt à lancer, mais parce qu'il était lancé par Baikonur, on a été obligé de retarder le lancement, trouver un autre lanceur, un autre étage de descente, donc on le refait pour 2028. Et il a fallu choisir ici des techniques, et encore une fois, on les a choisis tous ensemble, entre nos savoir-faire. Il y a l'équipe de Driss au GIS qui a emmené tout ça, dans l'équipe dans nos laboratoires, et on a choisi de l'imagerie, donc on fait de l'imagerie, donc on développe des caméras, on a choisi, alors qu'elles soient noir et blanc couleur, et on a choisi ici de la chimie, d'utiliser des lasers qui vaporisent les roches pour faire de la chimie et de la minéralogie, c'est-à-dire la façon dont les atomes sont liés entre eux. Donc chimie, minéralogie, puis on a rajouté récemment, vous allez voir, un peu d'acoustique. Donc on a cette spécialité d'être sur Mars, sur plusieurs rovers, et pour revenir à notre science, et je termine avec ça pour passer la parole à mes camarades, vous voyez ici toujours cette échelle de temps, là on est le noachien, l'hespérien, où là c'est vraiment très vieux, là il y a de l'eau, et puis là, il y a une transition qui se passe, et puis là, il n'y en a plus. Et vous voyez qu'on a des coupes stratigraphiques, ça c'est William qui a fait ça, et qui donnent des empilements avec des âges absolus qu'on essaie de deviner en quelque sorte. Mais ce qu'on voit bien, c'est que par exemple Curiosity est dans vous allez voir, dans une zone assez ancienne, et il est en train de remonter une pente, donc il va vers du récent. Zhurong, parce qu'ils avaient des contraintes qui étaient plutôt technologiques, ils n'ont pas choisi un site ancien. On fait un site récent, donc on fait une autre science qui ressemble un peu à l'époque d'Opportunity. Persévérance est ancien, et on espère beaucoup d'ExoMars qui sera encore plus ancien. Donc c'est vraiment la valeur d'un véhicule qui en lui-même déjà va traverser beaucoup, ils font des dizaines de kilomètres, et puis ensuite les voir tous ensemble pour avoir la vision globale.
Alors, la science autour de cette imagerie, on a de l'imagerie, de la chimie, de la minéralogie, de l'acoustique. Voilà. D'autres font, par exemple, ici à l'ISAE, avec l'IPGP, il y a de la sismique. Et puis ici, évidemment, l'OMP dans son ensemble est impliqué. Nous, on ne fait pas tout. Voilà ce qu'on a choisi de faire, c'est déjà pas mal. Ça ouvre le champ de plein de sujets. Ça peut être sur les poussières, les coatings, les vernis, les glaces, la chimie organique, l'hydrogène, les aspects fluviaux ou les sédimentaires, éoliens, les rochiniers, voilà. On a de la chance, avec notre chimie, notre minéralogie, d'avoir tous ces thèmes qui reconnectent, évidemment, à la grande histoire de Mars, mais évidemment, on est dans notre dans notre créneau. Donc ça, c'est l'introduction générale, et on va aller maintenant vers le truc plus spécifique. Donc, je vais essayer de résumer brièvement 11 ans d'exploration avec Curiosity et notre instrument ChemCam que Sylvestre vient d'introduire. Donc, Curiosity, vous l'avez là en 2021, dans des terrains que vous voyez un petit peu montagneux, et maintenant, aujourd'hui, encore plus montagneux. Je vous invite à aller voir les images sur Internet, c'est vraiment spectaculaire. Et l'objectif de cette mission, qui s'appelait donc Mars Science Laboratory, c'était de déposer un laboratoire à la surface de Mars, en attendant qu'on puisse ramener des roches sur Mars pour les étudier dans nos laboratoires. Avec l'objectif, dans cette exploration progressive que Sylvestre a introduite, d'étudier l'habitabilité en particulier à la surface de Mars, donc dans ces terrains âgés de plus de 3 milliards d'années. Notre instrument ChemCam, qui se trouve donc en haut du mât, vous avez là le mât à dimension 1, pour avoir une idée de la taille. Lui, son objectif, c'est de participer à la caractérisation du terrain qui environne le rover en géologie et aussi un petit peu de l'atmosphère. Et pour ça, on va utiliser de la spectroscopie, soit activée par un laser, soit en mode passif, et de l'imagerie pour donc étudier les sols, les roches et l'atmosphère. On fait ça donc ici à l'observatoire, et notre partenaire principal est le Los Alamos National Laboratory. Donc, quand on fait de la spectrométrie induite par laser, le LIPS, le principe, c'est d'utiliser un télescope, donc comme celui que vous voyez là, couplé à un laser et une électronique, la caméra est derrière, et ce télescope va focaliser ce laser de puissance pulsée pour obtenir 1 gigawatt par centimètre carré, sublimer quelques nanogrammes de roche, qui va former un plasma là, de quelques millimètres, qui a une durée de vie de l'ordre de la milliseconde à chaque tir. Et on va récupérer cette lumière pour faire des spectres d'émission de l'ultraviolet au proche infrarouge, et afin de quantifier les abondances d'éléments majeurs et de quelques éléments mineurs et traces. Donc voilà la chimie qu'on peut faire avec ChemCam. Et en termes d'imagerie, puisqu'on a un télescope de 110 mm de diamètre, eh ben on peut faire une imagerie assez précise avec des résolutions de l'ordre du millimètre à 1 mètre. Où est-ce qu'on se trouve? Curiosity a atterri ici, dans ce cratère Gale, qui est proche de l'équateur, qui fait 150 km de diamètre, et qui a la particularité d'avoir cette montagne en son centre, qui a accumulé des sédiments, puisqu'on atteint une hauteur de 5000 mètres au total. Et ces sédiments vont permettre de retracer une histoire géologique, puisqu'on va voir, au fur et à mesure qu'on monte, des terrains de plus en plus récents. Et vous avez ici la trajectoire que le rover a effectuée en un peu plus de 11 ans. On a fait 31 km, je sais, c'est pas beaucoup, mais enfin, il n'y a pas de route sur Mars. Et puis, on prend le temps d'explorer des terrains qu'on traverse. Et on s'est élevé de 700 mètres. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous donne cette perspective un petit peu de chronologie de la géologie qu'on rencontre. Et du fait des propriétés de ce cratère, on va essentiellement étudier les sédiments qui se sont déposés dans ce cratère et qui ensuite ont été érodés, sédiments apportés soit par des rivières, soit déposés dans des lacs, soit apportés par le vent. Ce même vent qui, sur les milliards d'années de l'histoire martienne, va éroder la surface et exposer des roches plus anciennes. Et on rentre actuellement dans cette vallée à la base de la montagne, qui est une immense vallée, 10 km de long, 800 mètres de large, 70 mètres de haut. Une fois de plus, je vous invite à aller voir les images que prend le rover actuellement. Avec le zoom de où est-ce qu'on se trouve actuellement dans cette vallée, et le rover continue à avancer. Depuis l'orbite, ce qui a fait choisir ce site d'atterrissage, c'est qu'on voit des argiles, des sels, des oxydes de fer,
Et donc, c'est exactement les trois grandes compositions que Sylvestre a évoquées caractérisant Mars. Alors, si on regarde le bord du cratère, ça c'est une image prise par Kemka à 30 km de distance, vous voyez qu'on peut deviner ce qui pourrait ressembler à des lits de rivière, ce qui a été confirmé très rapidement après l'atterrissage par ce type d'image où on trouve des galets, on trouve des conglomérats, donc des roches typiques de fond de rivière. Et ces conglomérats ont l'intérêt d'avoir apporté des fragments de roches qui viennent de l'extérieur du cratère probablement, qui sont des roches magmatiques assez évoluées. Ça a été un des premiers résultats de Kemka, de montrer qu'on avait une évolution de la croûte martienne plus avancée que ce qu'on pensait avant. Mais la majorité des roches qu'on a rencontrées avec Curiosity, c'est plutôt des roches sédimentaires, avec des grains très fins, très stratifiés, comme celle-ci, et donc avec un modèle de lac qui a été présent assez longuement dans le cratère. Est-ce que c'était un lac qui occupait tout le cratère ou plusieurs petits lacs? Ça, c'est encore débattu, mais grosso modo, vous avez ce schéma général, depuis les bords du cratère ou depuis la montagne, de rivières qui viennent se déposer dans un lac au centre. Et d'ailleurs, maintenant qu'on est sur les flancs de la montagne et qu'on remonte, on a notre collègue Gwenaël Caravaca qui a montré cette transition depuis des lacs vers des écoulements plus turbulents, vers des changements rapides au fur et à mesure qu'on se déplace, qui font penser à des méandres de rivière. Alors, Kemka, c'est avant tout, comme l'a dit Sylvestre, de la chimie. Et avec cette chimie, on peut reconstruire cette évolution chimique au fur et à mesure qu'on monte dans les sédiments. Donc, une fois de plus, vous avez la trajectoire du rover depuis le point d'atterrissage ici jusqu'à la position actuelle. Et ce trajet a été divisé en grandes formations et unités géologiques. Donc, on a d'abord le groupe de Bradbury, et puis à flanc de montagne, à partir de ce point-là, on a trois formations, Murray, Shoemaker et Mirador. Au début, on a trouvé essentiellement des rochiniers qui ont été classés par Agnès, en particulier, qui ont permis d'étudier voilà, cette phase magmatique et volcanique de Mars. On les trouve dans ce diagramme de calcium, sodium, potassium, aluminium, à ce niveau-là, très proche de la composition moyenne de Mars. Et les roches qu'on a trouvées dans le petit bassin tout proche du point d'atterrissage, Yellowknife Bay, ont une composition aussi qui est très proche de ces points-là, ce qui veut dire que ces roches qui étaient au fond de la lac n'ont pas été beaucoup transformées, beaucoup altérées par l'eau. Et on pense qu'on avait un système plutôt fermé, et c'est là que le rover a établi pour la première fois qu'on avait réuni les critères d'habitabilité, j'y reviendrai tout à l'heure. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, on a pu voir sur cette échelle notre composition évoluer progressivement, montrant qu'on avait une altération qui augmentait, qu'on passait dans un système ouvert en termes d'eau, et donc une diversité de composition jusqu'à ce qu'on arrive dans cette plaine ici, qui est la plaine où on avait repéré depuis l'espace des argiles, qui était l'une des motivations de choisir ce site d'atterrissage, et où on a pu trouver une diversité d'argiles entre des smectites et des ilites. Donc voilà, plusieurs sources sédimentaires, plusieurs évolutions de roches, et une autre chose que va amener Kemka, ça va être la taille d'interaction. Mais juste pour faire le lien avec ce qu'on voit actuellement, on a changé de formation et on est passé progressivement de terrains argileux à des terrains sulfatés, ici, sur la montagne, qui sont plutôt, traduisent plutôt la présence d'évaporites et donc de perte d'eau. Donc je disais, l'autre particularité de Quantum, c'est la taille d'interaction, parce qu'on focalise notre laser sur un demi-millimètre, et ça va permettre d'étudier une composition des petites figures diagénétiques à la surface des roches, donc des évolutions post-déposition, post-altération. Et ça, c'était un petit peu nouveau sur Mars, et donc ça nous a poussé à faire une science un peu nouvelle par rapport à ce qu'on connaissait avant. On a trouvé des nodules, on a trouvé des agrégats comme cela. Ici, vous avez une veine blanche qui est riche en sulfate de calcium, et les petits nodules noirs sont riches en oxyde de fer. Donc tout ça, ça induit qu'on a eu de la circulation d'eau assez tardivement, toujours sur les échelles de milliards d'années dont Sylvestre a parlé, mais dans le sous-sol qui a continué certainement après que l'eau ait disparu de la surface et a eu des propriétés chimiques assez évolutives, puisqu'on observe des réactions redox et beaucoup de diversité. Donc c'est toute cette science qui est en train d'être élaborée et digérée.
Et là, on est actuellement, c'est dans cette grande vallée dont je vous parlais. Vous avez ici la taille du rover qui est représentée par rapport à cette ride, qui est en réalité un canal inversé qui résiste à l'érosion. Ici, vous avez un autre canal qui pourrait être un écoulement très tardif à la surface de Mars. C'est ce qu'on va étudier dans les mois et les années qui viennent. Et à la surface de cette ride, ça c'est encore une autre image CanCam, vous avez des blocs de pierre qui viennent donc des niveaux plus hauts qu'on n'atteindra pas avec le rover, mais qu'on va pouvoir étudier puisqu'il y en a certains qui ont déboulé le long de la pente. Et avant ça, l'instrument américain Kemin, qui fait de la diffusion X, a montré qu'au fur et à mesure qu'on s'élevait, donc en altitude, vous voyez la couleur verte qui disparaît, ça ce sont les phyllosilicates, c'est les argiles, c'est les roches qu'on trouve typiquement au bas de ce lac de Gale, et remplacées progressivement par les couleurs jaunes et marron qui sont les sulfates, là de calcium, plus tard de magnésium, et qui donc font penser à des évaporites. Et dans ce schéma global que Sylvestre vous a montré, on passe des argiles dans l'histoire de Mars aux sulfates et à l'époque moderne amazonienne. La question qui se pose pour nous, c'est est-ce que cette histoire locale peut être recollée à l'histoire globale de Mars? Et est-ce que c'est une évolution simple ou une évolution complexe? On montre que cette transition s'est pas faite d'un coup, mais au contraire a suivi plusieurs cycles, et donc est plutôt une histoire complexe. Curiosity a aussi un système de forage, et l'autre instrument franco-américain, c'est SAM, qui réunit des colonnes chromatographiques et des spectromètres de masse, et qui va étudier en particulier la présence de chimie organique. On a pu faire 39 forages avec Curiosity sur quelques centimètres. Chacun a sa particularité de consistance, de couleur, de composition. Et ça a pu trouver quelques molécules organiques, des chlorobenzènes, d'autres associés avec du soufre, donc des chaînes carbonées avec du soufre. Mais il n'y en a pas beaucoup, et ces molécules organiques sont très dégradées. Et donc, ça oblige de développer des modèles de qu'est-ce que pouvaient être ces molécules organiques quand elles se sont déposées il y a 3,5 milliards d'années, et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui. Et ça va être aussi quelque chose d'important quand on va parler d'habitabilité. Alors justement, je vais terminer avec ça. C'était la mission principale, et ça reste la mission principale de Curiosity, cocher la case habitabilité de Mars. Pour ça, 2 terrains particulièrement intéressants. Dès le début de la mission, Yellowknife Bay, ce système fermé de lacs où on va trouver les éléments nécessaires pour déclarer l'habitabilité, c'est-à-dire de l'eau, les atomes qui vont bien et de l'énergie et un environnement stable pour laisser du temps à une éventuelle vie de survivre. Mais ce qu'on a trouvé beaucoup plus récemment, et ça c'est les travaux de William Rapin et qui ont été publiés dans Nature l'été dernier, c'est des formes polygonales très particulières qui montrent qu'en fait on a un cycle entre la présence d'eau et la présence d'environnement plus sec. Et ce cycle assez long nous emmène à un environnement nouveau puisqu'on peut interagir à la fois avec l'eau et à la fois avec la surface et l'atmosphère. Et donc pour ça, si on fait un pas en arrière, qu'est-ce qu'on peut retenir dès aujourd'hui de Curiosity? À mon avis, c'est 3 ou 4 axes. C'est d'abord la relation entre ce qui est mesuré depuis l'espace et ce qu'on mesure in situ. On a découvert des argiles à des endroits qu'on ne voyait pas depuis l'espace, par exemple. Or, le choix des sites d'atterrissage est basé uniquement sur les mesures orbitales, donc il va falloir intégrer un petit peu ce type de résultats. Il y a le fait que la transition entre les argiles et les sulfates est plus compliquée que ce qu'on pensait, puisque ça va se faire sous forme de cycle. Et je pense qu'on peut faire évoluer la notion d'habitabilité aussi. On ne définit plus l'habitabilité juste par la présence de liquide. Il nous faut toutes ces conditions. Et si on veut s'intéresser à l'émergence de molécules organiques plus complexes, il faut un environnement qui est favorable. Et ça peut être ces environnements de cycle entre terrain sec et terrain humide qui pourraient permettre ce genre d'évolution. Et donc ça peut influencer la façon dont on continue l'exploration de Mars dans le futur. Et le futur, c'est Persévérance avec Agnès. Moi, je vous parlais de Persévérance, donc atterri en février 2021 dans le cratère de G0. Donc pour vous donner le contexte, donc Curiosity était ici
G0, il a atterri dans la région du bassin d'Isidis, dans un cratère qui est beaucoup plus petit que le cratère de Gale, où il y a Curiosity, qui fait environ 45 km de diamètre. C'est le cratère de G0. Et ce cratère, on l'a particulièrement choisi parce qu'on pense qu'il avait abrité un lac il y a un peu plus de 3,5 milliards d'années. Et ça, on pense parce que ici, vous avez une image, on voit pas toujours, mais avec le truc, mais c'est pas grave. Vous avez l'image du delta qui est particulièrement bien préservé. Avec les données orbitales, on voit aussi que ce delta montrait des compositions d'argile et de carbonate, particulièrement intéressant pour Mars. Et donc, pour la recherche de traces de vie passées, on s'est dit le cratère de G0 est vraiment un endroit optimal. Donc, le rover Persévérance, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les instruments, mais il contient 7 instruments scientifiques. Il réutilise le châssis de Curiosity. Et il y a un instrument qui est particulièrement important aussi, c'est l'instrument RIMFAX. En fait, c'est un radar de subsurface qu'on a pour la première fois sur Mars et qui nous permet de voir un peu plus en détail les relations entre les différentes unités géologiques qui sont pas toujours évidentes à voir sur place avec nos yeux. Donc Supercam, il est positionné en haut du mât je pense qu'il n'y a plus de pied, mais ça. En haut du mât du rover, juste au-dessus de la caméra Mastcam-Z qui nous donne des panoramas en couleur assez puissants. Curiosity, c'est pas... Non, c'est pas, je continue de toute façon. Persévérance, il n'est pas tout seul dans le cratère de G0. Il est accompagné d'un drone qui s'appelle Ingenuity, qui est en fait un démonstrateur technologique. Il devait être là pour faire plusieurs tests, environ 5 tests durant les 3 premiers mois pendant la recette du rover. Et en fait, il fonctionne très très bien. Il accompagne toujours le rover et il a fait son 66e vol il n'y a pas si longtemps. Donc, qu'est-ce qu'il y a de neuf par rapport à CamCam en ce qui concerne l'instrument Supercam? Donc, Olivier vous l'a présenté tout à l'heure. CamCam utilisait la technique du LIPS pour avoir la chimie des roches et des sols analysés et un imageur. Alors, Supercam, il utilise ces deux mêmes techniques. L'imageur, cette fois, est en couleur, qui nous permet d'accéder à un peu plus de détails au niveau des textures. On a 3 nouvelles techniques. On utilise la spectroscopie passive avec le proche infrarouge qui nous permet d'accéder à la structure minéralogique des roches, juste en regardant la réflexion de la lumière du soleil. On utilise une autre technique qui utilise un laser, c'est la technique du raman. Alors en fait, on utilise le même laser que la technique du LIPS, simplement on coupe la longueur d'onde. Et ça nous permet d'accéder à la composition minéralogique des roches et de détecter les organiques éventuels. Et on a aussi un micro qui nous permet d'accéder un peu de faire de la science atmosphérique et également, dans certains cas, connaître un peu les paramètres physiques des roches quand on écoute le bruit que fait le son lorsqu'on tire le laser du LIPS sur les roches. On peut remonter à la dureté des roches. Donc ces 3 nouvelles techniques, en fait, elles sont également nouvelles in situ à la surface de Mars. Parce que jusque-là, on avait la technique infrarouge, surtout depuis les orbiteurs. Avec toutes ces techniques, en fait, Supercam, il permet de répondre aux grands objectifs principaux de la mission Mars 2020, mais comme c'est quand même un instrument qui permet d'analyser les roches à distance, contrairement aux instruments qui sont au bout du bras, ça nous permet d'analyser quand même beaucoup de roches. Donc grâce à ça, on a un poids assez important sur le choix des roches à forer, à collecter, et on est capable également d'apporter le contexte géologique qui va avec ces roches, qui est quelque chose de fondamental pour quand ces échantillons retourneront sur Terre. Donc l'instrument Supercam, comme CamCam, c'est une collaboration franco-américaine. Le mass unit a été fait en France, en partie à Toulouse. C'est à peu près comme CamCam, à la différence près, il y a le micro ici et il y a un spectromètre infrarouge. Là, vous avez la photo du mass unit qui est positionné en haut du mât du rover dans la salle blanche du JPL, juste après l'intégration. Et le body unit a été fait par nos collaborateurs à Los Alamos, aux États-Unis. Donc, on a le spectro UV visible qui sont exactement les mêmes que pour CamCam. Et on a un spectromètre à transmission pour la fin du visible et le proche infrarouge qu'on utilise pour le raman. Et les sites de calibration ont été faits en collaboration avec l'équipe en Espagne. Et ici, vous avez une photo des sites de calibration une fois montés sur le rover, sur Mars. Donc depuis le février 2021, ici vous voyez la traversée du rover. En fait, on a atterri ici
Vous voyez, on a atterri assez loin en fait du pied du delta. En tout, on a parcouru presque 23 km déjà et on se situe déjà en marge de la partie haute du delta. Et on aurait pu traverser directement parce que vraiment les pieds du delta, c'est ce qui nous intéressait beaucoup pour la recherche de traces de vie, vu que c'est l'endroit où on va trouver les roches les plus fines. Mais on voulait quand même étudier les roches du fond du cratère et surtout ici vous avez une unité géologique qui s'appelle CETA qui a la particularité d'être recouverte de dunes de sable. Mais en fait c'était trop dangereux pour le rover, surtout après l'atterrissage, donc on n'a pas voulu traverser. Et d'après les données orbitales, on avait vu que par ici il y avait un contact assez franc entre l'unité de masse, donc là on avait atterri, et l'unité géologique de CETA. Donc on a passé un petit peu de temps après les 3 mois à faire la recette. On s'est déplacé vers le sud-ouest et on a investigué CETA pendant quelques mois. Et ensuite on est reparti et on a passé environ un an, une petite année à investiguer la base du delta. Et depuis le mois de janvier de l'année dernière, on a traversé le delta. Donc en tout, avec Supercam, on a fait une 50aine d'articles depuis l'atterrissage et qui répondent aux grandes questions qu'on se pose sur Mars, aussi bien le climat passé, climat présent et le contexte géologique. Donc, et là, j'ai reporté certaines thématiques qui répondent à ces questions, avec le climat présent, principalement avec les données du microphone, le contexte géologique avec les images de l'imageur et les phases primaires observées principalement dans le fond du cratère, ainsi que les phases d'altération. Et connaître les différentes phases secondaires qu'on a dans nos roches nous permet également de remonter un peu à l'environnement passé et donc au climat passé de la planète. Notamment, on a fait un article très rapidement après l'atterrissage en 2021, juste en utilisant l'imageur. Donc on était situé ici et en fait on était intéressé à comprendre ce que c'était que cette butte. Alors cette butte, elle s'appelle Kodiak et elle était à plus de 2 km du rover et les images que nous apportait la caméra Mackenzie n'étaient pas assez précises pour comprendre vraiment la structure de cette butte qu'on considérait, enfin on faisait l'hypothèse que c'était une butte témoin du delta. Donc on a fait une image avec Supercam. Ici vous avez le contexte un peu plus détaillé avec l'étoile, c'est là où on est positionné avec le rover. Vous avez la butte Kodiak qui est montrée et le delta un peu plus au nord. Et ça, donc, c'est le panorama qu'on a fait avec plusieurs images de Supercam. Et en fait, ça a révélé qu'on avait bien affaire à une structure de type Gilbert, donc qui sont des structures de delta assez classiques avec les bottom sets et les top sets avec une structure horizontale et les foresets entre les deux. Donc ça, cette étude, ça a montré déjà que on avait bien affaire à un lac. Il y a clairement eu un lac à l'époque dans G0. Avec le delta pour preuve. Grâce à l'étude de la structure de ce delta-là, on a pu remonter à le niveau d'eau, en fait. On s'est rendu compte que l'épaisseur du lac n'avait pas été aussi haute que ce qu'on s'était imaginé d'après les données orbitales, c'était en une centaine de mètres plus bas. On a aussi pu montrer que c'était un système fermé, donc ce qu'on pensait être une vallée de sortie ici, en fait, c'était pas le cas. Et l'observation de boulders en haut de la butte témoin, donc en haut du delta, montre aussi une activité aqueuse un petit peu différente vers la fin de la vie du lac, qui a transporté des choses bien plus importantes, donc des transports assez violents. En ce qui concerne l'étude du climat actuel, on a publié un article par Batichid en 2022, notamment c'est grâce au microphone, en fait, grâce à l'acoustique, on est capable d'étudier les phénomènes de turbulence. Les phénomènes de turbulence sont particulièrement importants parce que c'est ça qui est à l'origine du soulèvement de la poussière. Et la poussière, elle joue un rôle important dans les cycles du climat martien. Donc grâce à l'onde acoustique, en fait, quand on écoute le bruit que fait l'interaction du laser avec la matière, quand on écoute ça avec le micro, on est capable d'avoir une nouvelle vision en fait des phénomènes à haute fréquence et notamment via les turbulences. Et grâce à ça, on a pu montrer des variations, des fluctuations de température à très faible vitesse de temps, jusqu'à 7 Kelvin par seconde.
Et ça, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas. Les modèles le modélisaient pas. Et les observations avec les sondes météo de Curiosity ou même la sonde MEDA de Persévérance sont pas capables d'observer ces phénomènes. Donc ça, c'est un gros résultat pour mieux comprendre le climat actuel à la surface de Mars. En ce qui concerne les processus signés, en fait, donc la première année, on a passé pas mal de temps à investiguer Mars et CETA. On a fait plusieurs articles sur ces unités géologiques. Et assez étonnamment, on s'est rendu compte que ces unités étaient des roches magmatiques, des roches ignées. Ici, vous avez un exemple, une mosaïque faite sur une roche qui se situe dans CETA. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, c'est un zoom. Et en fait, on voit des phénocristaux un peu gris bleutés, et ça correspond à des olivines. Et ces phénocristaux, ils ont une taille en moyenne entre 1 et 1,5 mm. Et donc, quasiment toutes les roches de CETA montrent la même texture. Et donc la chimie, la minéralogie et la texture des roches ont plutôt montré qu'on avait affaire à un cumulat riche en olivine. Donc ce cumulat, on ne comprend encore pas très bien qu'est-ce qu'il fait là. Et après, on a aussi fait des études de Maz qui s'est avéré être plutôt de composition plutôt basaltique. Et selon l'altitude des roches qu'on a pu investiguer tout au long de la traverse dans Maz, on a pu montrer quelques variations de composition. Et d'après les modèles pétrologiques qu'on a pu mettre en place, on pense que Maz, en fait, ça correspond à différentes coulées de lave qui proviendraient de la même source magmatique, par contre. Et source magmatique qui serait différente de la source magmatique de CETA, notamment à cause de la composition des minéraux qui sont beaucoup plus riches en fer dans Maz que par rapport à CETA. Le dernier article que je voulais mettre en évidence aujourd'hui, c'était en ce qui concerne les phases secondaires, les minéraux d'altération. En fait, dans les roches du fond du cratère, elles étaient très peu altérées, chose aussi qu'on a du mal à comprendre pour replacer un peu dans le contexte plus global du cratère de G0, parce qu'il y a quand même un lac, et ça, on l'a démontré. Mais les roches magmatiques du fond du cratère ont montré très peu de phases altérées. Alors, depuis qu'on a investigué le delta, on a des phyllosilicates à gogo avec des carbonates, mais voilà, dans le fond du cratère, c'était pas si clair. Et c'est vraiment grâce à la synergie qu'on a entre les différentes techniques de Supercam, le LIPS, le Raman, l'infrarouge, qu'on a vraiment pu mettre en évidence des petites phases d'altération et notamment des carbonates. Ici, vous avez un exemple avec les données Raman. Avec les données infrarouges, on a la bande à 2.3 et 2.5, qui sont signatures de carbonate et un peu de phyllosilicate. Et avec le LIPS, c'est toujours un peu plus compliqué parce que dans les données LIPS, par défaut, on a toujours la raie élémentaire du carbone. Et ça, c'est à cause de l'atmosphère de Mars qui est riche en CO2. Et du coup, on a toujours cette raie du carbone qui rend la détection de carbonate un peu plus difficile. On a pu mettre en évidence en faisant, alors là vous ne voyez pas, mais l'oxygène en fonction du carbone, on peut mettre en évidence les points qui ont un excès de carbone. Et donc vraiment la synergie entre les différentes techniques était primordiale. Et on a observé surtout des carbonates riches en magnésium. Certaines fois, on a vu des carbonates riches en fer, mais on pense que c'est lié à un mélange avec des oxydes de fer. Donc là, je vous ai parlé, moi, principalement des résultats de Supercam. Olivier vous a présenté les résultats de ChemCam avec la technique du LIPS. Et en fait, il y a un troisième instrument sur Mars, Sylvestre en a parlé un petit peu, qui utilise la technique du LIPS, c'est l'instrument Mars CODI, l'instrument chinois qui est à bord du robot Zhurong. En fait, comme on a la chance d'avoir 3 instruments qui utilisent la technique du LIPS sur Mars, ce qu'on a fait, c'est on veut faire de la cross-calibration entre ces différentes techniques pour mieux comparer les différents sites d'atterrissage. Et en fait, pour Persévérance, on a mis parmi les 36 sites de calibration, on a utilisé une réplique des sites de calibration de ChemCam qu'on a mis sur Persévérance et qu'on regarde de temps en temps avec l'instrument Supercam. On a fait la même chose pour Zhurong, on a pris une réplique de ChemCam qu'on a placée sur le rover Zhurong que Mars CODI a pu observer régulièrement aussi pendant sa période de mission nominale. Alors malheureusement, on n'avait pas deux répliques identiques de ChemCam, donc on a 2 répliques différentes, mais quand même, ça nous permet vraiment de comparer les données acquises par les différents instruments qui utilisent la technique du LIPS. Et donc maintenant, Olivier va nous parler de comment se passent les opérations des différents rovers. Donc en 3 mots, envoyer un robot sur Mars, c'est super. Faire la science, c'est super, mais entre les deux,
eh ben, il faut faire les observations, et c'est un peu comme le géologue qui va sur le terrain, il faut choisir les mesures qu'on fait. On découvre le terrain au fur et à mesure, puisqu'on se déplace, et donc c'est ce qu'on appelle les opérations scientifiques. Les opérations du rover, eux, sont faites par l'agence spatiale qui a conçu le rover, et dans notre cas, c'est le Jet Propulsion Laboratory aux États-Unis. Mais on participe, nous, aux opérations scientifiques de nos instruments, ChemCam et SuperCam. Et comme on a des partenaires américains sur ces instruments, on s'occupe une semaine d'un instrument, l'autre semaine de l'autre instrument, pour les programmer. Parce que ces rovers ont une certaine autonomie, mais n'empêche, il faut leur envoyer tous les matins martiens leur programme d'activités qui vont dérouler dans la journée, et eux, en retour, en fin de journée martienne, vont nous renvoyer les données. Et donc, il faut répéter ça tous les jours. Ça fait 4000 jours martiens qu'on est sur Mars avec Curiosity, bientôt 1000 jours martiens qu'on est sur Mars avec Perseverance. Et donc, il y a le Jet Propulsion Laboratory qui opère le rover. Et nous, les scientifiques, avec le CNES, là, on est dans la salle du CNES, il y a l'équipe de l'instrument SAM, l'équipe de l'instrument ChemCam. On va décider sur quelle cible on va tirer avec le laser, qu'est-ce qu'on va observer avec l'imageur, qu'est-ce qu'on va observer avec l'infrarouge quand il s'agit de SuperCam, ainsi de suite. Et les ingénieurs du CNES vont préparer les commandes qui vont envoyer au JPL, qui vont l'envoyer sur Mars. Donc typiquement, une journée, ce sont des engins américains, donc on travaille aux horaires américains, on commence à 17h en France, typiquement. On récupère les données, on les analyse pour voir que tout va bien et qu'on a des résultats intéressants. Puis on choisit les nouvelles cibles de la journée qui vient ou des journées qui viennent. On se met tous d'accord puisque chaque instrument va arriver avec son équipe, avec ses propositions. Les ingénieurs aussi ont des activités à faire. Et puis ensuite, on valide toutes les commandes pour être sûr qu'on n'envoie pas de commandes erronées sur Mars. Et en parallèle de ça, il y a une équipe qui prépare les jours suivants, histoire qu'on arrive à faire cet enchaînement d'activités dans les horaires qui nous sont imposés par la mécanique spatiale. Donc, ce que ça donne ici, par exemple, au CNES, vous avez 3 ingénieurs du CNES qui travaillent sur les commandes à envoyer, et vous avez l'équipe scientifique derrière qui est là pour aider à choisir les cibles, choisir les activités, choisir les observations, exactement comme vous feriez en laboratoire ou sur le terrain avec votre propre instrument. Avec un coordinateur, ce jour-là c'était Sylvestre, quelqu'un qui regarde les données, ce jour-là c'était José qui venait d'Espagne, et puis nous 3 on préparait, avec moi ici, Gaëtan et Xavier, soit les observations du lendemain, soit les observations de la semaine qui vient, et on répète ça tous les jours ou tous les 2-3 jours, quand on peut programmer plusieurs jours sur Mars. Ça nous permet de faire des journées un peu longues mais très productives. Et Sylvestre va conclure. Merci Olivier. Alors, ça fait 11 ans que ça dure sur Curiosity, tous les soirs. Sur Perseverance, ça fait 2 ans et demi. J'ai perdu mes cheveux, mais c'est histoire de dire qu'on vieillit plus vite que les machines vont très bien. Et j'en profite pour remercier encore tous les ingénieurs qui nous ont aidés à les construire. Ils sont ici à l'OMP, à l'IRA. Et puis on a des collaborations avec Bordeaux, avec le LESIA, avec l'IS, le LATMOS, et puis des gens de partout en France. Un instrument comme SuperCam en France, c'était 300 personnes pour le construire. À peu près, on contribuait. ChemCam, c'était de ce niveau aussi. Donc voilà, énormément d'efforts pour de la très très belle science et des instruments qui fonctionnent trop bien, absolument parfaitement et qui durent. Alors, ne me demandez pas quand ça va s'arrêter, on n'en sait rien. Mais on pense toujours pour nous les scientifiques que la plus belle science c'est à venir. Et pour preuve, William ici a fait un papier dans Nature 11 ans après avec une extraordinaire découverte. Et donc voilà, la plus belle science est encore à venir. Ceci dit, what next? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut continuer à faire de l'in situ. Est-ce qu'on va trouver des traces de vie? C'est pas évident. Quand on regarde l'échelle de la Terre, on est dans le 1er milliard d'années où on est vraiment dans des choses à très microscopiques. Et donc, on a une deuxième corde à notre arc, c'est de prélever des échantillons et de les rapporter sur Terre. Donc ici, on fait des prélèvements. Alors, ceux de ChemCam, de MSL Curiosity, c'est simplement pour une analyse in situ. Ceux qui sont pris par Perseverance, et vous pouvez voir ici, sont prélevés, et puis vont être rapportés. Alors, on est en train de le faire, on avance relativement bien. Ici, vous voyez un endroit où on a abradé, puis on va faire un forage. Et puis, les forages, voilà, ressemblent ici, c'est des petits trous qui font à peu près 1 centimètre
de roche par 10 centimètres, donc on va parler d'une quinzaine de grammes, ou peut-être 10 grammes, et puis on en a fait. Alors là, on est au jour 965, on a fait un an, on a fait plus d'un an de mission. On va arriver à bientôt à 1000 jours, là, bientôt. Ah, à propos, pourquoi on est venu vous parler aujourd'hui, puisqu'on est en vacances? C'est la conjonction. Vous avez le droit à 3 semaines. J'ai dit qu'on travaillait tous les jours, c'est vrai. Mais on a le droit à 3 semaines de vacances tous les 2 ans, et c'est aujourd'hui, c'est en ce moment, puisque Mars est derrière le Soleil. Et donc on a un alignement Terre, pas parfaitement, mais suffisamment pour pendant 3 semaines on est tranquille, donc on est déjà heureux en ce moment, et plus d'opération. C'est pas qu'on est malheureux d'habitude, mais on est plus fatigué. Là on est en pleine forme. Voilà. Et donc on prélève ces échantillons, et puis on les met dans des tubes. Alors ça c'est un échantillon. L'échantillon c'est ce qu'il y a à l'intérieur, et le tube, pour l'instant, on les stocke à bord, on en a 13 qu'on a stocké à bord. C'est des roches, on va faire des roches. On en a un de sol, ce qu'on appelle le régolithe. On a 2 échantillons témoins. Il nous en reste une quinzaine. Donc voilà, on peut encore rouler. Ce qui compte pour nous, c'est la diversité. On veut qu'ils soient tous différents. Alors c'est pas vrai, on n'en a pas fait que 15, on en a fait 10 de plus. Mais 10 de plus qu'on a laissé tomber par terre, on les a pas gardés avec nous. Parce que notre rover, on l'aime bien, il est en grande forme. Mais vous allez voir que le retour, c'est dans 7-8 ans. Et si jamais il tombe en panne, il est en panne avec les échantillons à l'intérieur. On ne va pas aller les chercher. Donc pour se prémunir de ça, on a fait un dépôt de sauvegarde, qui s'appelle un dépôt de sauvegarde, justement à un endroit qui s'appelle Three Forks. Et on a déposé 7 échantillons de roches, un d'atmosphère, un de régolithe. Donc on a déposé 10. Donc on en a 10 qui sont au sol. A priori, on ne viendra pas les chercher. À chaque fois qu'on a pris ces 10 premiers, on les a pris en double. Et c'est ceux qu'on a à bord et puis les nouveaux. Parce que la version nominale est la suivante, c'est-à-dire ça se passe en 2028 à peu près, enfin 2030 par exemple. En 2030, on a un véhicule qui va se poser à côté, qui est construit par le JPL, on vient à sa rencontre en espérant qu'on soit vivant. Si on n'est pas vivant, on aura des hélicoptères qui vont chercher le dépôt de sauvegarde, de petits hélicos. Et là, on va transférer nos fameux tubes, donc on en aura pratiquement une trentaine, dans le véhicule de retour. Donc le véhicule de retour est scellé, c'est très important pour des histoires de préservation de la qualité de la science et puis de contamination aussi. C'est un missile qui décolle, qui est lancé et qui va décoller, repartir vers la Terre. Alors il n'a pas assez d'énergie, même s'il a 2 étages pour repartir vers la Terre. Il va se découpler. À un moment, il y a un 2e étage, et puis il va son rôle, c'est de mettre en orbite nos échantillons dans une sphère. Et puis la sphère est passive, elle attend là. Elle attend qu'un autre véhicule vienne le chercher, il est construit à Toulouse. C'est la contribution de l'Agence spatiale européenne. Et qui le capture, qui encore une fois va sceller pour ce qu'on appelle break the chain. On fait très attention qu'il n'y ait pas de contamination quand ça reviendra sur Terre, avec ce qui est sur Mars. Et ainsi, on a en 2033 nos échantillons qui reviennent et qui seront analysés dans nos laboratoires, dans un centre de curation où on va faire des recherches, les premières recherches de vie possible. Et puis ensuite, ils seront stérilisés, ils iront dans plusieurs échantillons partout sur Terre. Évidemment, on est candidat à Toulouse pour les analyser, à Paris, à Lyon, à Nancy, et puis partout dans le monde. Et la France a ce lien privilégié qu'elle contribue à sélectionner avec Supercam les échantillons. La curation aura lieu au Muséum en France d'histoire naturelle à Paris. Voilà, retour. Et là, on pourra enfin dire, est-ce qu'il y a eu de la vie un jour sur Mars, à l'exemple de ce qui s'est passé sur Terre, et nous vous remercions. Et merci à vous 3 pour cette présentation passionnante et tous ces travaux. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci beaucoup pour l'exposé à tous les 3. Alors, moi j'ai une question, enfin le scénario auquel Sylvestre a fait allusion au départ, c'est que Mars l'intérieur se serait refroidi, donc il n'y aurait plus de convection, ça aurait tué la dynamo, on aurait perdu le champ magnétique et l'atmosphère serait partie, enfin si j'ai bien compris. Ouais. Donc voilà. J'étais à Florence l'année dernière et ça a été remis en question. Ouais. Voilà. Philippe Lognonnet, c'est ça? Oui, avec sa mission Insight ou quoi, ils font de la sismologie et ils ont remarqué qu'il y avait de l'eau liquide, enfin quelque chose de liquide en tout cas, au centre, et ça c'était pas forcément
évident. Et il avait l'air de dire que comme Mars a une lithosphère, ça fait un peu comme un couvercle qui empêche justement la chaleur de s'en aller. Oui, il y a un truc, on n'a pas encore le mécanisme d'échappement de l'atmosphère. La chose qui est sûre, c'est qu'il nous fallait une atmosphère dense. Ça, tu peux pas y échapper. Pour avoir de l'eau liquide qui fait des rivières et des deltas, il faut que ça dure et il faut une atmosphère dense. Pour que le mécanisme d'échappement, alors on a le mécanisme d'échappement actuel, puisqu'on a Maven pendant orbite qui fait ce qu'on appelle les deep leap. On a construit à l'IRAP un instrument pour ça. On rentre dans l'atmosphère, on sort, donc on voit bien comment le vent solaire arrache. Évidemment, si on fait une projection, on peut arracher un bar, sans problème. Mais je suis d'accord avec toi, il y a un truc, enfin, je ne saurais pas t'en dire plus, hein. Un truc qui ne marche pas. Sur l'existence du champ magnétique d'abord, il y a même des papiers qui disent que le champ n'a jamais existé. Il y a un champ rémanent, mais qui est très faible, qui est piégé. Je ne saurais pas en dire plus, non, je ne saurais pas t'en dire plus sur le schéma. On n'a pas le schéma. Le schéma le plus simple, c'est la planète est petite, et donc le rapport surface sur volume fait qu'elle se refroidit plus vite que nous, ça c'est simple. Et donc la dynamo s'arrête, le champ magnétique s'arrête, et le vent solaire souffle l'atmosphère. C'est beaucoup plus compliqué que ça, apparemment. Pierre Thomas, il avait l'air de dire que ça part parce que c'est une petite planète qui n'a pas une gravité importante, et donc ça finit par... Oui, l'échappement à lui-même facilite. En fait, il y a quand même un tiers de gravité, ça tient bien, c'est pas la Lune. Et ouais, c'est pas clair le schéma. En fait, ce qui n'est pas clair, c'est le rôle du champ magnétique dans cette histoire. Et c'est là où les gens qui font la structure interne ont quelque chose à dire. D'accord, ok, merci. Autre question? Du coup, moi j'ai une autre question. Ouais, Katia, ça fait. On l'embête avec nos bruits depuis 10 ans, donc tu as le droit de poser des questions. C'est juste le bureau d'à côté. Non, c'est juste quand on voit par exemple, il y a eu un lac, et je vois qu'il y a plusieurs couches. Comment est-ce qu'on sait que ce qu'on détecte maintenant en remontant sur les bords du lac, ça correspond à une évolution chronologique? Ben ça, c'est l'hypothèse la plus simple en termes de dépôt. Les spécialistes font bien la distinction entre les dépôts qui sont liés à l'eau et ceux qui sont liés à l'éolien. Hein. Donc l'eau de la montagne, c'est surtout de l'éolien d'ailleurs. Et ça fait un mécanisme assez compliqué parce que à la fois cette eau et ce vent apportent des sédiments et à la fois les enlèvent. Et puis ce qui a duré le plus longtemps, c'est la période actuelle où le vent est venu éroder l'atmosphère, mais il y a très peu d'atmosphère justement. Enfin, éroder pardon le sol. Donc on a des schémas assez compliqués et ce modèle-là, on le travaille encore, mais le fait que les empilements sont plutôt d'ordre chronologique, ça a priori c'est plutôt bon. Il y a quand même cette vallée dans laquelle nous sommes qui vient inciser tout ça. Donc comment elle s'est formée, ça reste une question. Et globalement, notre problème c'est la datation. Et donc dans les échantillons qui sont prélevés par persévérance, il y en a qui sont dédiés à la datation. Parce que même la datation par cratère dont on a parlé est un petit peu remise en question parce que justement dans ces terrains sédimentaires, on peut cacher un certain nombre de cratères et ça complique encore un peu plus la relation avec le comptage de cratères. Ok, merci. J'ai une question sur la vie qu'on va rechercher parce que on peut imaginer, soit c'était de la vie d'il y a 3 milliards d'années, et on peut imaginer que dans la couche de surface là, que vous allez récupérer, il reste plus grand chose parce que il y a des rayons cosmiques, il y a plein de choses qui vont l'avoir fait disparaître. Donc soit on peut supposer qu'elle est plus profonde, soit il y a quelque chose qui s'est adapté, mais ça n'a pas du tout ressemblé à ce qu'on connaît. Et donc, quelle est l'approche là pour essayer de savoir s'il y avait de la vie? C'est une question difficile que tu poses. Bon, la vie, le seul exemple qu'on a, comme tu dis, c'est sur Terre. C'est des stromatolites, des choses relativement simples, très très primitives, des matelas de bactéries. Donc on va pas chercher un lapin, on est tous d'accord. C'est la partie macroscopique. Donc on va chercher la bactérie qui a laissé des traces, qui souvent sont des biominéraux, c'est-à-dire sont des traces qui gardent. Le biominéral, l'exemple le plus connu, c'est l'œuf. La coquille d'œuf, c'est pas la vie, mais n'empêche, c'est construit par le vivant. Et donc, on pourrait se dire que on a des traces minérales et isotopiques. D'ailleurs, on ne peut pas mesurer in situ, donc c'est pour ça qu'on va le faire sur Terre. Après, tu abordes un sujet intéressant, c'est ce qu'on appelle la taphonomie. C'est pas non seulement la question de construire la vie, mais c'est de la préserver. Et là, on a une vraie difficulté.
Alors là, quand on regarde le cratère Gale, qui fait 150 km, il y a une montagne au centre, qui fait 5 km de haut. En fait, il faut imaginer qu'à l'époque, le cratère était complètement plein de sédiments et qui ont été érodés par le vent. Et le vent, sur 3 milliards d'années, même si ça souffle pas beaucoup, à la fin, ça finit par creuser, finit par arriver au fond du cratère. Et non, mais tu as raison, et on pense que tout ce qu'on a sera fortement dégradé. La dégradation vient des rayons cosmiques. Si c'est directement en surface, c'est des UV. Et puis vient aussi de l'environnement. Tout à l'heure, Olivier a parlé de molécules très dégradées parce qu'on fait une chimie chaude avec des perchlorates. Enfin, c'est un monde très, très sympa. Pour répondre à ta question, ce qu'on risque de trouver, c'est des morceaux de molécules organiques plus ou moins complexes dans nos échantillons, des brins. Et c'est pour ça qu'on en parlait encore ce matin en se disant, on n'est pas sûr d'avoir une réponse, c'est oui ou c'est non s'il y a eu la vie. Une autre approche est de se dire, est-ce qu'on pourrait creuser plus profond? Pour reconnaître que là, on creuse quand même qu'à 15 cm maximum, même pas 700, non, 10 cm, avec 10 cm. Et c'est vrai que là, les rayons cosmiques passent, on pourrait creuser peut-être à 2 mètres, et là, on aurait un échantillon qui serait un petit peu plus préservé des agressions. Et c'est ce qu'on va faire avec ExoMars. ExoMars est construit autour de la capacité qu'on a à creuser profond, à 2 mètres. Mais là, on ne rapportera pas les échantillons. ExoMars, c'est ses propres challenges, ses propres défis. Et donc voilà. Mais tu poses la bonne question, c'est à la fois qu'est-ce qu'on va trouver. Déjà qu'au départ, ça ne va pas être bien compliqué, parce que c'est très récent dans l'histoire de la planète. Et en plus, les conditions de préservation sont compliquées, d'où la nécessité d'avoir des échantillons. Honnêtement, alors, est-ce qu'on peut voir in situ des stromatolites? Oui, on pourrait. C'est-à-dire, c'est des signatures assez particulières de trucs qui sont drapés avec des... J'en suis pas plus Agnès, on dirait. Non, je pense qu'in situ, on a peu de chance de voir une évidence. D'où la besoin d'échantillons, ça c'est fondamental. Et tous les laboratoires du monde se préparent aux échantillons. Et quand on a vécu Apollo, ou bien Hayabusa, ou bien Luna, ou bien Chang'e 5, tous les gens qui ont des échantillons voient que, honnêtement, on est super fiers. Alors, ChemCam, c'est la partie française, et SuperCam, c'est à peu près l'extérieur la même chose, la micro pour SuperCam. Ça fait 6 kilos, en dessous il y a 4 kilos, ça fait 11 kilos. On est super fiers de la science qu'on fait avec 11 kilos, hein. Mais par rapport à ce qu'ils font ici dans le labo, on est des petits joueurs, quoi. On n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Et donc, voilà, on va multiplier la science sur le retour d'échantillons. Et là, la communauté est assez claire. Ça fait 30 ans qu'on dit qu'on veut un retour d'échantillons. Ça y est, on arrive à l'apogée. On ne peut pas dire qu'on l'a. Je ne sais pas combien de séminaires de prospective on a dit qu'on voulait des échantillons, mais c'est possible. J'espère qu'on va les avoir. Une question en ligne, non? Bon, ben alors on va s'arrêter là. Je vais vous annoncer peut-être en vous remerciant, tous les trois. Merci beaucoup. Et en vous annonçant le prochain séminaire, grand séminaire le 19 décembre sur les fake news, panorama de la mi-conduite et contre-feu pour déjouer des pièges, avec Guillaume Cabanac. Voilà, merci. Et bon appétit à tous. Merci.